Nous avons déjà vu que la loi d'attraction peut plaire car elle offre une réponse en tant qu'elle permet d'établir une passerelle entre la vie intérieure et le monde qui nous entoure, et même l'ensemble de l'univers. Alors, cette théorie, on l'a vu, peut convenir à des personnes qui se positionnent comme étant agnostiques, athées, matérialistes, ou bien encore ésotéristes, ou en phase avec la pensée nouvelle, ou avec le nouvel âge, et tous ceux qui se trouvent en contact avec ces personnes. En fait, elles ratissent un peu large. Alors certes, les panthéistes pur jus seront choqués par l'inversion du rapport qui est établi entre Dieu immanent et le moi personnel, entre le grand tout et le moi. Et en même temps, comme il faut creuser un petit peu la doctrine pour comprendre comment sont agencées les croyances un peu sous-jacentes, il est possible que des monothéistes s'aperçoivent de rien quant au renvoi dans les limbes d'un Dieu personnel et transcendant. C'était mon cas, par exemple. J'ai rien vu passer. Ça me semblait, on va tester, ça semble sympathique. Alors certains qui adoptent cette loi vont adhérer aux croyances, dont on a parlé la dernière fois. Ils vont adhérer de bon cœur. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que la majorité des autres va simplement se concentrer sur l'application de la loi sans chercher à comprendre les lois ou les croyances sous-jacentes. Ils vont tenter de voir si ça marche, et puis si ça marche pas, ils vont changer de technique, et puis voilà, ça ira très bien comme ça. Oui, mais voilà, il y a tous les autres, ceux qui adhèrent à la théorie, et il est possible que des problèmes commencent à se poser pour eux au moment où il ne se passe pas ce qu'ils pensaient qu'il se passerait. Je parle généralement pas d'échec à ce moment-là, puisqu'on est un petit peu formaté à la notion échec, ça veut dire négatif. Donc on va dire que c'est un retour d'information, et il faudra s'adapter pour avancer. Mais n'empêche que qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là ? On va essayer de voir ça. Alors on reprend le triptyque de croyances de base. On l'a vu la dernière fois, il y a une sorte de syllogisme qui est placé. Premièrement, il suffit de vouloir pour avoir un retour de l'univers, et qui envoie du semblable à notre propre identité. Ça, ok, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les forces de l'univers sont comme une sorte de grand œil qui voit tout et qui exauce nos désirs, même les plus secrets, les plus profondément enfouis de nous-mêmes. Ça, c'était le deuxième. Et puis le troisième élément, c'est un peu la conséquence de ça. Si on rencontre des situations désagréables, c'est que le mal qui est caché en nous doit être expurgé. Nous devons changer nos fausses croyances, nos pensées fausses, erronées, ou nos émotions négatives qui sont donc enfouies ou que l'on connaît mais que l'on doit contrôler et maîtriser. De façon à pouvoir ensuite mieux maîtriser ce que l'on va générer dans notre propre vie, en partant de nous-mêmes, de nos vœux, de nos visualisations et de nos désirs impérieux. Alors dans la vie, lorsqu'on rencontre des obstacles, et plusieurs obstacles d'affilée, ça entame le moral. Et si les échecs se succèdent les uns les autres, on peut même perdre progressivement la confiance en soi. Ça, c'est dans la vie standard. Alors en plus, si ces mêmes situations arrivent alors qu'on pense que ces réalités objectives sont le reflet de notre personne, je dirais même pas que vous croyez que c'est vous, vous savez que c'est vous parce que vous pensez que la loi d'attraction est une connaissance, donc c'est d'autant plus fort. Alors là, le doute sur votre propre valeur sera démultiplié. Et vous vous souvenez, dans la loi d'attraction, il est dit que ça repose entièrement sur la foi en soi-même. Donc, vous devez souffler sur votre flamme intérieure pour faire face. Malgré que vous ayez un doute, et alors vous êtes en situation là un peu délicate. Vous remarquez déjà qu'il y a une première limite qui est atteinte, c'est le doute induit par le fait que vous croyez que l'extérieur correspond effectivement à votre intérieur. Et le doute sera évacué, sera mis sous le boisseau parce que vous voulez voir surtout du positif et que le doute peut être vraiment dévastateur, donc vous n'avez pas intérêt à le voir en face, vous le mettez donc tranquillement sous le tapis et vous continuez d'avancer. De toute façon, vous n'allez pas vous laisser démolir comme ça parce que vous avez à votre disposition plusieurs outils. Vous pouvez d'abord vous concentrer sur le positif, donc voir le bon côté des choses. Vous pouvez aussi approfondir vos connaissances. Donc vous ne savez pas tout de la loi d'attraction, vous avez peut-être intérêt à connaître les principes qui sont sous-jacents.
Vous pouvez aussi entamer un travail sur vous-même, comme on a vu la dernière fois, pour éliminer le négatif potentiel qu'il peut y avoir et que vous n'auriez pas vu. C'est comme ça qu'on avait abordé les choses au début. On savait qu'il n'y aurait peut-être pas tout mâché d'avance. Donc si ça a fonctionné au début et que ça ne fonctionne plus maintenant, on va prendre le taureau par les cornes et puis on va affiner les choses. Et puis avec un peu de bonne volonté et de persévérance, bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Donc en fait, il faut s'armer surtout de coolitude et puis ça va le faire, quoi. Donc en fait, on a toutes les qualités et puis tous les outils nécessaires pour la conduite de sa vie telle que l'on veut la maîtriser. Donc on va de l'avant, l'univers est avec moi et tel un Jedi, et ben, on y va. Donc quand on a un doute, première chose à faire, c'est de l'évacuer, de se remobiliser, de se remotiver, de se remettre en selle. Et on a en fait le choix entre deux choses, s'informer davantage sur le fonctionnement des lois de l'univers, pour mieux s'y prendre, mieux visualiser, mieux comprendre, etc. Ou bien soit on peut aussi travailler sur nous-mêmes, pour clarifier, par exemple, si on pense qu'il y a de la friture sur la ligne dans la visualisation, on va pas chipoter là-dessus, donc on va apprendre comme il faut, on va travailler sur soi, on va nettoyer les dysfonctionnements à l'intérieur, et puis l'un ou l'autre va nous permettre d'avancer. C'est-à-dire qu'on suppose que pour résoudre la distorsion qu'il peut y avoir entre ce que l'on avait anticipé, visualisé, prévu et ce qu'il se déroule dans notre vie, en fait, on peut le résoudre de deux façons. Soit de façon intellectuelle, soit par l'implication psycho-émotionnelle. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire les deux simultanément, l'un en s'enchaînant à l'autre. Enfin bon, donc voilà. Donc, il est possible, par exemple, qu'on ne connaisse pas bien la théorie. Alors, comment marchent les lois de l'univers? On va s'intéresser à qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que le cerveau, les vibrations, etc. Et si ça ne suffit pas de savoir différentes choses comme ça, on ira chercher du côté des sagesses antiques, du bouddhisme, de la kabbale, de l'alchimie. Enfin, ça peut prendre des années, ça peut prendre beaucoup de formes. Je ne donne que des exemples. Là, c'est pour l'approche purement intellectuelle. Ou bien on peut aussi se concentrer donc sur le travail sur soi en découvrant les états, par exemple, altérés de conscience, des visualisations diverses, à travers, par exemple, de la méditation, différentes formes de méditation, suivre des stages de développement personnel, par exemple, ou de connaissance de soi, faire des exercices pour se ressourcer, des exercices d'éveil, des chakras ou que sais-je encore. Là aussi, ça peut prendre plein d'années, expérimenter plein de choses. Et bien sûr, entre les deux approches intellectuelles et psycho-affectives, il y a des tas de passerelles. On peut aborder de plein de façons ces deux aspects. Et ça peut se conjuguer sur plein de registres différents et dans plein de domaines. C'est quoi le problème, me direz-vous? La limite qu'on rencontre, c'est alors ni plus ni moins que la dépendance. La dépendance doctrinale, pour le côté intellectuel des choses, parce que les réponses qu'on va rencontrer, elles ne seront jamais satisfaisantes. Elles utiliseront des critères, et elles vont faire aussi des allusions qui sont hors de notre champ de connaissance du moment, et auxquelles pourtant il faut se mesurer intellectuellement. Il faut comprendre ce que l'on lit, ce que l'on entend, ce que l'on voit, etc. Et on en est dépendant parce qu'une notion impliquant une autre, on va encore approfondir, tenter d'approfondir, d'élargir ses connaissances, des domaines qui se font ping-pong les uns avec les autres. Bon, c'est pour ça que ça peut prendre des années. Pour la dépendance psycho-affective, on cherche en fait à se sentir de mieux en mieux, en passant par des mises en déséquilibre successives, si vous voulez, qui sont des exercices qui sont destinés à chasser le négatif. Donc en fait, on va chasser du négatif, ça va nous déséquilibrer, on va rechercher à rétablir un équilibre en essayant d'être de mieux en mieux, de plus en plus fun, de se sentir de mieux en mieux. Et on est censé évoluer. Alors on va se dire qu'on avance sur un chemin. C'est vrai qu'on avance d'une patte sur l'autre, on est toujours en situation de déséquilibre, donc on pourra toujours justifier cette démarche-là. Et en fait, on cherche le plus possible à se transformer sans jamais souffrir, c'est-à-dire sans jamais éprouver de négatif. Et sur ce cheminement, en fait, on peut déambuler et errer plus que d'être vraiment sur un chemin. Mais il est intéressant pour nous de nous raconter à nous-mêmes que l'on est sur un chemin. Comme si on l'avait anticipé à l'avance et que ça faisait partie précisément du projet. Dans les deux cas, en fait, on est dans une sorte de course à l'échalote, que ce soit la démarche intellectuelle ou psycho-émotionnelle, et ça peut vraiment durer des années. Et durant cette période-là, notre propre vie prend certaines formes, elle se transforme, nous on change, et on veut toujours voir du positif à travers tout cela. On trouve que c'est une évolution et tous les changements qui vont se dérouler vont pour nous être des signes. On va l'interpréter comme étant des aides sur notre propre chemin d'évolution. Mais rentrons un petit peu à l'intérieur de ce qu'il se passe pour de vrai. On a vu
tout à l'heure qu'avec un peu de coolitude, bon, ça le ferait, quoi. En fait, ça passe pour la galerie, hein, pour l'environnement. Quand on rencontre des situations pénibles, déjà que c'est pénible, quand on est une simple victime sans préoccupation de loi d'attraction, mais quand en plus on prend la loi d'attraction en option, comme elle le déclare, cette loi d'attraction, nous sommes en fait pleinement responsables de ce qui se passe. Alors là, la coolitude, ça n'a pas vraiment sa place, parce que non seulement il faut résoudre les problèmes qui surviennent, là, que tout le monde voit, enfin, il faut bien les prendre à bras-le-corps, mais en plus, il faut résoudre les problèmes qui, pour nous, en sont à la cause, quoi, c'est-à-dire en soi-même. Et nous sommes maintenus dans la course à l'échalote, dont je viens de parler, là, avec les stages et les machins, les trucs intellectuels et psycho-émotionnels. Et on a l'impression des deux côtés, en fait, une pression qui vient donc des problèmes de l'extérieur et des problèmes réels ou supposés intérieurs, et que l'on cherche à bradasser et à être toujours donc dans une sorte de déséquilibre permanent, au moins à l'intérieur. Et en plus, on va trouver le moyen de ne jamais se plaindre, parce que ce serait faire preuve de négativité. Et ça, l'univers nous le fera payer. Je vous avais prévenu, hein, la gratitude vis-à-vis de l'univers, elle est obligatoire, mais elle est toujours intéressée dans le cadre de la loi d'attraction, parce que sinon, il nous renvoie du négatif. Si on commence à se plaindre auprès de l'univers, il va nous renvoyer le négatif sans chercher à comprendre. Donc en fait, on est dans une pression, et cette pression, elle est inhumaine, enfin, elle est pas tenable. Donc on est dans une situation de pression qui n'est pas normale, en fait. Alors, on a vu que le doute, on l'évacue. La voie intellectuelle par la connaissance ou les voies par les thérapies, bien, c'est assez long, ça nous déséquilibre. Et en fait, pour l'instant, ça nous crée des pressions qui ne sont pas forcément gérables facilement. Alors reste un dernier truc qu'on savait dès le départ, qui est la motivation. On s'appuie sur la volonté. On pense qu'avec cette fois, ça va être la bonne clé, la bonne porte à ouvrir. Et bien, on va voir que là, c'est pas gagné non plus. Dans les approches ésotéristes ou ésotérisantes, on voit que tout est signe, tout est interaction, et on peut voir des signes partout. Et en fait, l'intellect est sollicité pour souvent faire des analogies. L'intellect, mais pas que, il peut aussi y avoir donc la psyché qui est concernée. Et on va utiliser notre personne pour visualiser et se corriger. Alors si vous voulez voir des liens entre des choses qui objectivement n'en ont aucun, effectivement, vous cherchez à interpréter à outrance. On avait vu par exemple dans la synchronicité qu'il y a des correspondances qui se passent de manière assez spontanée. Je pense à une personne et 2 minutes après, elle m'appelle au téléphone. Ou bien je m'intéresse à un nouveau sujet et puis tiens, il y a des personnes qui spontanément m'en parlent alors que c'était pas notre sujet de conversation avant. Bon, ça c'est de la synchronicité, on peut voir des signes. Parce que là, objectivement, ça nous bouscule. Mais quand on veut voir des signes là où il y a qu'on a décidé d'en voir, qu'on dit l'extérieur c'est le reflet de mon intérieur, alors on va chercher des signes là où, objectivement ou subjectivement, il n'y en a pas en fait. C'est nous qui forçons les choses. Je dois dire que l'interprétation des signes, tels qu'ils sont compris dans les cultures traditionnelles, c'est toujours confié à une catégorie spéciale de personnes, des oracles, des prêtres, des mages, des personnes qui sont en fait reconnues par le groupe comme étant dépositaires d'une autorité. Et ils sont consultés au titre de cette autorité. Donc ils sont formés pour ça, et puis en même temps ils sentent aussi dans quel sens pourrait aller l'oracle et l'interprétation. Ce n'est pas juste une interprétation froide. Mais comme on l'a vu dans la loi d'attraction, on supprime tous les intermédiaires. Et bien là aussi, pour l'interprétation des signes, on élimine tous les intermédiaires, y compris la formation et le discernement qui vont bien. Donc tout ça a disparu et on se retrouve tout seul à vouloir interpréter des choses qui n'ont pas de lien entre elles. Et vous allez voir que là, ça commence à dysfonctionner sévère. Par exemple, vous changez de travail, votre nouveau patron, il s'avère être quelqu'un de complètement incompétent, ses subalternes sont totalement hystériques, l'ambiance générale est épouvantable au travail. Alors là, il y a la personne standard, on va dire, elle a le choix entre soit fuir à toutes jambes, trouver un autre boulot ailleurs avant la fin de la période d'essai, ou bien elle dit je fais avec, de toute façon c'est juste un job, et puis je me contente de faire mon boulot et basta, quoi. Eh bien, la personne qui s'assoit dans la loi d'attraction et voit les choses depuis cette chaise-là, elle va interpréter la situation dysfonctionnante comme étant l'extériorisation de son état intérieur, ou d'une partie de son être qui s'exprime à travers cette situation désastreuse.
Vous vous souvenez que nous avions mis en évidence la dernière fois qu'en fait, vous n'avez plus d'intimité. C'est ce à quoi on consent. C'est l'idée que l'univers pourrait voir en nous-mêmes, y compris dans notre inconscient. Eh bien, si on consent à cette idée, non seulement on interprète et on surinterprète ce qui se passe, mais en plus, on déporte en soi des problématiques qui ne nous concernent pas. Ça s'appelle introjecter. Alors par exemple, dans le cas que je viens de citer, c'est pas l'incompétence d'un supérieur hiérarchique, ça ne concerne rien, quoi. Ça ne concerne rien l'intériorité du nouvel employé, pas plus que l'ambiance qui préexiste dans l'entreprise, ni toutes les situations qu'on rencontre personnellement dans ses loisirs, dans sa famille, en faisant nos achats. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça concerne l'extérieur. Et dès qu'on fait un lien entre les deux, en fait, on accepte qu'effectivement, on accepte l'idée que il y ait un univers qui voit au fond de nous et on ouvre une passerelle. Et en acceptant l'idée selon laquelle les situations qu'on rencontre dans sa vie sont le reflet de sa personne, c'est comme si on avait ouvert à l'intérieur donc notre lieu d'habitation, là où vous habitez, là où vous vivez, vous mangez, vous dormez. Et bien c'est comme si vous l'aviez ouvert à plein d'autres personnes que vous ne connaissez pas, mais qui arrivent chez vous avec leurs propres habitudes domestiques, et du coup, vous n'êtes plus chez vous, alors vous êtes chez vous. Vous voyez le dysfonctionnement, comment ça se passe? Et bien c'est exactement la même chose à l'intérieur de vous, dans votre conscience et dans votre inconscient. Chez vous, en fait, c'est devenu une brasserie. Alors on peut aller dans des brasseries, et chacun sait que dans la brasserie, chacun n'est pas chez lui, et donc respecte l'anonymat du lieu. Il respecte son ambiance, il respecte les accents que l'on entend, il respecte sa déco, et c'est ça qu'on vient chercher, c'est ce caractère un peu impersonnel, où on vient avec des gens qu'on connaît pour sympathiser, etc. Et ce lieu-là, en fait, on n'a pas envie qu'il devienne notre lieu d'habitation, en réalité. Et c'est pourtant, qualitativement, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec l'acceptation de la loi d'attraction, et nous voici donc anonymes. On se trouve dépersonnalisé. Vous comprenez pourquoi je vous ai donné rendez-vous ici maintenant? C'était pour la symbolique du lieu. Alors si je juxtapose les différentes limites relevées là tout de suite, on a une perspective qui commence à se dessiner. Dans votre parcours de dépendance, je parle de l'intellect et puis du travail sur soi, vous trouverez toujours à un moment donné un maître Yoda de circonstance qui vous dira de dépasser votre ego, de vivre au présent. Ah bon, ok. Autrement dit, non seulement vous avez jusqu'ici travaillé sur votre ego, c'est parce qu'on a vu que c'était un peu la source du mal dans tout l'univers, mais en plus, il va falloir le dépasser, le supprimer. Alors bon, c'est sacré boulot. Là, je reviendrai dans une série d'entretiens sur la place de l'ego dans l'ésotérisme moderne. Parce qu'on voit déjà que là, il y a comme un hiatus. Si je continue de rassembler les différentes composantes de ce que j'ai mis en évidence aujourd'hui, sur le devoir de rester positif, sur l'autosuggestion, sur la visualisation, on a vu aussi que ce sont des composantes importantes. Et j'y consacrerai également quelques entretiens spécifiques. C'est un autre sujet que la loi d'attraction, mais on a vu que ça prend part à ses limites. Donc on ne peut pas tout voir en une fois. Je suis désolé, mais on devra se donner rendez-vous pour parler de ces choses-là spécifiquement. Maintenant, si on ajoute la dépersonnalisation et la déshumanisation que j'ai évoquées, et si en plus on parachève avec la notion d'abandonner son ego un jour, on devient une personne qui en fait ne raisonne plus ou n'a plus envie de raisonner. Alors les deux sens du mot raisonner, à la fois une résonance et puis en même temps le fait d'utiliser sa raison. En fait, à la place, on se raconte des histoires où on fait des citations et en fait on reste sur place, on est en train de s'éteindre. Parce qu'on se dépersonnalise, on dit à peu près toujours les mêmes choses, on tourne en rond et on n'évolue plus, et on est en train de s'éteindre vitesse grand V. À un moment donné, je me suis retrouvé parmi les stagiaires au cours d'une formation et qui disaient tous les mêmes choses, déjà entendues 1000 fois, alors à propos des chakras, des énergies, des techniques nouvelles qui apparaissaient ici ou là, etc. quoi. Bon, moi j'ai eu l'impression d'être dans un bar en fait, à écouter des ivrognes. Vous savez, quand on va dans un bar, on a toujours une sorte d'ivrogne qui raconte à peu près toujours les mêmes histoires. Et puis on va d'un bar à l'autre, on entend toujours les mêmes histoires, même par des ivrognes différents. Et c'est un peu ce que j'avais l'impression de constater. Est-ce qu'on peut être
ésotériste sur un chemin plein de bonne volonté et en même temps à la façon d'un toxico, d'un alcoolique, aussi dépersonnalisé, aussi caricatural. Bon, parce que à vouloir s'améliorer, à se corriger, on n'est plus soi-même ni complètement un autre. En fait, on est un peu n'importe qui. Alors on pensait au départ faire partie d'un groupe de ceux qui savent, vous vous souvenez, mais en fait, on s'aperçoit qu'on ne sait rien, quoi. Alors, là on a le choix. Soit on se dit, ben, je suis arrivé au bout de la sagesse parce que justement la sagesse consiste à ne rien savoir, et là on est dans les citations. Ou bien on se dit, c'est peut-être le moment de faire le bilan parce que tout ça, pour ça, je pense que là peut-être que des bilans s'imposent. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Donc voici les limites possibles à l'application des lois d'attraction. J'ai pas tout dit comme je voulais glisser tout à l'heure, il y a plein de notions qui sont encore en corrélation, mais sur lesquelles on viendra plus tard. Mais en tout cas, voilà les grandes lignes de ce qui me semble être les limites de la loi d'attraction. Et mon sujet, c'est pas de juger ni de critiquer les personnes ou les idées en tant que telles, c'est surtout de voir les risques encourus à travers les processus d'acceptation et de validation des idées par elles-mêmes, par les personnes. Donc la prochaine fois, j'irai plus loin, en partageant avec vous quelques éléments de discernement pour aller au-delà de ces limites, bien entendu. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Et puis on verra aussi quelques points de où porter ou comment porter sa vigilance. Et j'espère qu'alors, à ce moment-là, à la fin du prochain entretien, vous pourrez aviser pour vous-même si la loi d'attraction constitue pour vous une bonne option ou pas. Alors on se dit au même endroit. Allez, salut!